Au Québec, 1 personne sur 8 vit avec un trouble d'apprentissage. D'origine neurologique et souvent héréditaire, c'est un défi auquel chaque personne devra être confrontée une fois dans sa vie. Trouble d'apprentissage et les TDAH, comment s'y retrouver? Bienvenue dans Questions de santé. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir donc 2 diplômés de la faculté de médecine, à savoir Dr Christiane Laberge et Madame Brigitte Stanquet. Bonjour mesdames et bienvenue parmi nous. Christiane, vous êtes médecin de famille, nous avons eu l'occasion de vous voir très souvent à la télévision, à la radio, notamment à Deux le matin sur les ondes de TVA, et vous êtes quelqu'un qui est très impliqué donc dans la communauté, près de la réussite chez les personnes aux prises avec un TDAH vous tient énormément à cœur. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise les personnes TDAH, Christiane? Avant de porter un diagnostic de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il faut d'abord faire un inventaire parce que les symptômes se manifestent différemment d'un individu à l'autre. C'est un problème neurobiologique qui regarde surtout le préfrontal, l'amygdale, le système limbique. Donc, à la fois la gestion des émotions, à la fois la gestion du arrêt, réfléchir et agir, parce qu'il y a des choses qui se mélangent. Et effectivement, ça donne un comportement qui peut avoir des caractéristiques qu'on va retrouver au DSM-5 au niveau des caractéristiques du TDAH. De nombreuses personnes actuellement disent « Moi, je suis simplement TDA », mais c'est clair qu'un adulte ne va pas sauter sur sa chaise comme un popcorn dans la machine, mais les gens ont de l'hyperidéation. Ils ont 30 idées avant le premier café. Ils vont cliquer le crayon pendant la réunion. Ils vont se lever souvent. Ils vont croiser les jambes. Ils vont branler du pied en dessous de la table. Donc, ça ne paraîtra pas, mais ils sont quand même hyperactifs. Donc, les caractéristiques aujourd'hui, on est majoritairement ou prédominance inattentif, prédominance hyperactif, impulsif, ou la majorité des gens sont des gens mixtes comme combinaison et l'intensité est légère, modérée ou sévère. Et ça, c'est le diagnostic qui ne doit pas être expliqué par d'autres causes. Par exemple, l'anxiété, la dépression, c'est sûr que ça va me donner une difficulté d'aptitude à apprendre, mais il faut que je discrimine tout ça. Et pourquoi on parle de troubles d'apprentissage? Parce que les ondes cérébrales impliquées au niveau du TDAH sont des ondes connexes à celles de l'apprentissage, entre autres linguistique. Et vous, Brigitte, vous êtes orthophoniste. Vous êtes diplômée donc de l'école d'orthophonie et d'audiologie de la faculté de médecine depuis 1994. Vous êtes également une diplômée de la faculté des arts et sciences. Vous détenez une maîtrise en mathématiques et votre champ d'expertise à vous, c'est les troubles d'apprentissage. Donc, on parle de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, donc ce qui touche aux chiffres. Et donc, selon vous, quand on parle des TA, on fait souvent référence aux enfants. Mais est-ce que les adultes aussi peuvent être concernés par ce défi-là? Bien sûr, parce qu'en fait, un trouble d'apprentissage, c'est vraiment une difficulté d'apprentissage. Alors que ce soit de la lecture, de l'orthographe ou des mathématiques, c'est un trouble qui va être durable. Donc, c'est vraiment la personne qui présente ce trouble. Donc, c'est un trouble qui est persistant dans le temps. Donc, effectivement, c'est vraiment un trouble qui est durable. Donc, si je comprends bien, une personne peut avoir justement peut être dyslexique ou dyscalculique et ne jamais y avoir porté attention. En fait, je vous dirais que ça dépend du degré de sévérité. Il y a des parents qui vont tellement soutenir leurs enfants, puis l'enfant va tellement mettre d'efforts que il va réussir à l'école, avoir pas des notes extraordinaires, mais il va quand même réussir à l'école et souvent, mais au prix vraiment d'un effort considérable. Et ces enfants-là, en fait, très souvent n'obtiennent pas de service parce que ce que vont dire les enseignants ou d'autres personnes, mais c'est pas le pire de ma classe. Mais donc, et puis on va avoir aussi des personnes qui vont avoir un trouble qui est plus sévère ou
qui peuvent compenser parce qu'ils sont très intelligents. Donc, ça se verra pas nécessairement, en fait, au primaire, au secondaire. Et ce qu'on va peut-être plus voir, c'est la personne qui va avoir plus de difficultés sur le plan de la production écrite et des difficultés orthographiques, en fait. J'aurais une question maintenant pour Christiane. Christiane, dans le contexte pandémique actuel, où on doit restreindre nos déplacements, on doit rester quand même assez souvent dans notre domicile, puis bien souvent, ça diminue de beaucoup nos activités. Quels seraient, selon vous, les meilleurs conseils pour les personnes avec un déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité, pour leur permettre de survivre à cette circonstance totalement exceptionnelle? Il faut savoir que les inattentifs seulement, c'est de l'ordre de 5 à 7 de tous les TDAH. Donc, c'est relativement plus rare. La majorité des gens sont plus volontiers mixtes. Donc, un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, de telle sorte que plus on a une routine établie, moins on a à penser d'oublier des choses. Par exemple, tu ne demandes jamais à un adulte, est-ce que vous perdez vos clés? Ils vont dire non, je ne perds pas mes clés. Combien de temps par jour prenez-vous à chercher vos clés? Parce qu'ils ne sont jamais à la même place. Donc, on va demander à l'adulte d'accrocher ses clés toujours à la même place, mettre dans la poche de droite, quel manteau vous aviez hier. Donc, on va donner des outils simples de ce type-là avec des routines. Donc, se lever relativement à la même heure, faire de l'exercice. On sait que nos TDAH vont avoir un cerveau arrosé et plus apte à recevoir l'information, surtout si on est en Zoom ou via l'ordinateur tout le temps, la lecture. Donc, on va diviser les tâches, on va donner des récompenses. On appelle ça la méthode Pomodoro parce qu'on se servait des tomates chrono pour calculer vos recettes de cuisine. Alors, on a des time timers qu'on appelle des chronos. Par exemple, Fun Time que vous pouvez avoir gratuitement sur votre téléphone et ça va chronométrer votre exercice couplé d'une récompense ou d'un exercice physique qui peut être de 5 minutes à faire des push-ups, par exemple, ou des redressements assis. Puis à ce moment-là, vous recommencez, vous continuez, parce qu'il ne faut pas non plus que vous soyez emporté dans votre passion et que vous négligiez le reste. Le porteur de troubles de déficit d'attention est un procrastineur chronique. Alors, on ne dit pas « non, c'est pas bien de procrastiner ». On dit juste « on va t'enseigner à mieux procrastiner ». Donc, en divisant les tâches, en mettant des objectifs clairs, et il faut s'engager envers soi-même à respecter les méthodes qu'on met en place. On peut avoir des méthodes, des techniques qu'on va avoir pour une semaine, puis on dit, OK, je fais ça pour une semaine, puis la semaine prochaine, je reconsidère, est-ce que c'est mieux de me lever, de m'habiller, déjeuner? Est-ce que c'est mieux de déjeuner, m'habiller après? Ça peut être des routines aussi simples que ça, mais plus ce qui est fait dans une routine, plus on va être efficace, moins on va oublier et plus on va satisfaire le degré de plaisir qu'on va avoir. Parce que la motivation, c'est l'anticipation du plaisir ou de l'utilité. Donc, si on n'a ni un ni l'autre, pas de motivation. Effectivement, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, donc le TDAH et les troubles d'apprentissage sont intimement reliés. Puis bien souvent, de ce que je comprends, c'est que les personnes qui ont un trouble d'apprentissage risquent d'avoir un TDAH aussi et vice-versa. Mais Brigitte, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment savoir si on a un trouble d'apprentissage? D'abord, je vais juste parler il y a une forte comorbidité vraiment entre les deux troubles, alors c'est pas étonnant. Grosse différence, c'est que vraiment un trouble d'apprentissage, c'est la personne qui va vraiment présenter des difficultés à apprendre, c'est l'orthographe, les mathématiques. Or qu'un déficit de l'attention, c'est pas un trouble d'apprentissage. L'enfant ou l'adulte, en tout cas l'enfant, va apprendre. Il sera moins réceptif aux apprentissages, mais il n'y aura pas de difficultés dans ses apprentissages. Par contre, l'enfant ou l'adulte qui a un déficit d'attention, oui, comme il n'est pas perceptif ou il est moins attentif, il va avoir des erreurs. Puis peut-être que les erreurs, on pourrait, par exemple, si je parle de l'orthographe, les confondre avec les erreurs d'un dysorthographique. Mais chez un TDAH, on peut lui pointer son erreur, puis il va dire « Ah ben oui, c'est vrai. Ah ben oui, j'ai oublié mon S. » Or que une personne qui a vraiment un trouble, par exemple un dysorthographique, lui,
va pas nécessairement être en mesure de pouvoir corriger son erreur par rapport à, si on compare avec un enfant donc qui a fait une erreur, mais c'est vraiment dû à son problème d'attention. C'est pas variable comme manifestation, comme peut l'être comme le TDAH, où il y a des bonnes et des moins bonnes journées. On va voir aussi que le trouble d'apprentissage va être beaucoup plus spécifique à une matière, comme par exemple le français, donc la lecture et l'orthographe, OK, ou les mathématiques. Or qu'un déficit d'attention, ça va pas juste toucher le français, OK? Ça va vraiment toucher non seulement toutes les matières scolaires ou académiques, mais aussi la vie de tous les jours, donc la vie quotidienne. Or que le trouble d'apprentissage, oui, ça va toucher, il va avoir des répercussions dans sa vie, mais ça va être beaucoup plus spécifique à un domaine particulier. Une question, je pense que tout le monde se pose aussi. Est-ce que notre hygiène de vie peut avoir des impacts sur l'intensité des troubles d'apprentissage ou du TDAH? Donc, quand on parle, par exemple, de l'heure du coucher, des choses que l'on mange, ou tout simplement physique, qui en ce moment, on va se le dire, est pas forcément évidente à faire. Donc, est-ce que ça peut avoir des incidences sur nos troubles ou sur notre TDAH? Oui, énormément. Parce qu'il y a beaucoup de gens le matin qui sont pas très en forme parce qu'ils ont regardé la série encore un. Ils sont couchés à 2 heures du matin. Quand tu te couches à 2 heures, tu as un cours à 8h30, tu n'es pas très en forme. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des stimulants type Red Bull ou des substances de ce type-là, de la caféine tout simplement. Et le soir, ton hamster arrête pas de rouler. Donc, on prend un petit joint pour s'endormir. Mais le petit joint va diminuer ta mémoire à court terme, peut te rendre un peu dépressif si tu as tendance, avec le contenu en THC, bien sûr. L'alimentation, si tu manges ce qui te tente parce que tu es impulsif, on sait qu'il y a plus d'obésité chez les hyperphagiques, donc mange plus chez les porteurs de TDAH parce qu'ils mangent puis ils réfléchissent après puis ils ressentent après qu'ils sont pleins. Donc, attention, le contenu alimentaire. L'autre chose, c'est que tu manges ce que tu as le goût parce que tu es impulsif et tu n'as pas nécessairement planifié. Donc, tu manges un beau plat de pâtes le midi, tu ronfles l'après-midi. Donc, oui, ça peut avoir un impact et c'est de là où on parle de planification. Le sommeil est hyper important, tout le monde va te le dire, entre 7 et 8 heures, 8h30 de sommeil, idéalement aux mêmes heures pour que la mélatonine, qui des fois est un problème chez les porteurs de TDAH, s'allume et permettent d'induire le sommeil. Mais ça exige de se coucher à peu près toujours aux mêmes heures, la même routine, éteindre l'écran au moins 1 heure avant, prendre un livre papier si c'est quelque chose qui nous endort, un balado si c'est quelque chose qui nous fait décrocher, c'est super important. Et Brigitte, tu dois avoir des... Puis moi, je vais aller dans le même sens. L'hygiène de vie, elle est hyper importante. Il y a certains facteurs dans notre vie quotidienne qu'il faut instaurer parce que ça va favoriser justement de meilleurs apprentissages, comme par exemple le sommeil. Le sommeil, donc, est super important pour consolider les apprentissages qu'on vient de faire au cours de la journée. On va avoir aussi l'exercice super important aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui va favoriser justement la rétention à long terme des apprentissages. Donc, toute cette hygiène-là de vie est vraiment importante. Puis, quelqu'un qui présente un trouble d'apprentissage, donc, ça va lui demander un effort considérable. Par exemple, si je parle de la lecture ou de l'orthographe et tout ça, même en lecture, donc, un étudiant qui est à l'université qui doit lire énormément de textes, c'est quelque chose qui est très demandant. OK? Donc, c'est très coûteux cognitivement. Donc, ça va beaucoup plus le fatiguer. Alors, si en plus, il va à ses cours puis il est fatigué, donc ça fonctionnera pas du tout, là. Donc, l'hygiène de vie, elle est vraiment importante. Ouais. Quand on parle d'exercice, Jérémy, on ne parle pas d'aller faire 1 heure de jogging dehors, là. L'exercice, entre autres, que l'Institut cardio nous demande, c'est même un exercice par intervalle à 15 secondes pendant 15 minutes. Donc, on peut faire ça 5 minutes 3 fois par jour et c'est suffisant. On peut aussi travailler en cohérence cardiaque, c'est-à-dire des petits exercices comme Respirelax, 4 secondes à l'inspiration, 6 secondes à l'expiration. Et ça nous aide à remettre un peu notre système parasympathique en action, de telle sorte qu'on va se calmer le pompon et on va être plus réceptif à ce qu'on fait ici, maintenant. Donc, l'hygiène de vie, elle est, je te dirais, la base du traitement des deux problèmes. Je comprends. Merci beaucoup.
On a parlé tantôt des outils ou des accommodements qu'on pourrait avoir. Christiane, vous avez parlé notamment donc de différentes applications, donc Respirelax, différentes choses de ce type-là. Mais si on pense aux personnes qui travaillent dans des bureaux, donc si on repense un peu à nos adultes, parce qu'on bien souvent, encore une fois, on pense aux enfants quand on parle de problèmes d'écriture, de lecture ou de dyslexie ou de TDAH. Mais encore une fois, vous l'avez dit, les adultes sont aussi aux prises à ces réalités-là. Donc, quand on est dans son travail de bureau, par exemple, est-ce qu'il existe des accommodements nécessaires, des choses qu'on peut éventuellement demander à son employeur ou à ses collègues éventuellement pour nous permettre de mieux vivre cette réalité et puis de pouvoir exprimer son plein potentiel, entre guillemets? Il y a autant de moyens qu'il y a de personnes. Comme je donnais l'exemple tantôt, on peut lire, par exemple, si on a une facilité à lire, ou on peut écouter un balado. Ça dépend comment on est. Sur Caddra, C-A-D-D-R-A, qui est un site gratuit, qui est un groupe de psychiatres qui se sont mis ensemble, déliés de toute influence pharmaceutique, un organisme bénévole. Vous allez retrouver des trucs et astuces pour les adultes. Vous allez même avoir pour votre médecin, vous allez pouvoir télécharger une fois que vous aurez le diagnostic, parce qu'il y a des formulaires que vous allez devoir remplir et que vous allez travailler avec votre médecin, mais vous allez pouvoir avoir des formulaires d'emblée qui sont remplis où on a à mettre le nom, on a à mettre la consigne, on coche, on signe, merci, bonsoir. Comme par exemple, on peut demander pour un étudiant 30 minutes de plus pour un examen d'1 heure et demie. Mais la majorité des gens vont prendre le 30 minutes à la fin, ce qui n'est pas une bonne idée. En fait, ce qu'on suggère, c'est 10 minutes d'arrivée avant pour l'examen. On respire pendant 1 minute en cohérence cardiaque et on se dit, je lis la question, je réfléchis à la question et je réponds à la question. Et juste cet exercice-là, avec une petite pause de 5 minutes au milieu de l'examen, couché sur le pupitre, respirer, et 10 minutes à la fin en révision, ça peut changer le rendement complètement de quelqu'un qui est porteur d'un TDAH. La méditation pleine conscience fait partie du traitement. Et ça aussi, ça peut être 10 minutes par jour. On pourra donner les références ultérieurement. Mais il y a des trucs qui vous appartiennent. Si vous êtes bien dans un endroit bruyant, ben vous pouvez théoriquement étudier avec un écouteur sur les oreilles. Si le bruit vous dérange, vous allez être dans le plein silence avec un coupeur de son. Donc, chacun va trouver la façon et la distanciation va aider souvent les TDAH. Ça va les priver de voir tout ce qui se passe autour. Je dirais que pour les personnes qui ont un trouble d'apprentissage, les adultes, en fait, il y a énormément d'outils technologiques et qui sont gratuits. Vraiment, vous pouvez, justement, pour les étudiants qui sont à l'Université de Montréal, entre autres, le bureau du soutien aux étudiants, on peut aller retrouver une liste de tout ce qui est tous les outils qui sont disponibles, mais il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits. Alors ça, c'est vraiment génial. Donc des outils qui vont permettre de faire la lecture, des outils qui vont permettre Antidote, ça, tout le monde là et tout ça. Ouais. Donc c'est de toute façon beaucoup d'outils aussi que beaucoup de gens utilisent déjà. Et je vous dirais un autre outil qui est super important, donc que ça soit les personnes qui ont TDAH ou bien les personnes qui présentent un trouble d'apprentissage comme la dyslexie, dysorthographie, ont beaucoup de difficultés à prendre des notes. OK? Alors, pour les TDAH, c'est de faire 2 choses en même temps. Pour les personnes qui ont une dyslexie, dysorthographie, c'est aussi ça, mais en même temps, donc, trouver comment orthographier les mots et tout ça. Donc, il y a des outils gratuits, mais il y a aussi des qui permettent donc d'enregistrer le cours en même temps qu'on écrit. Et donc, il y a aussi le stylo pour ceux qui n'utilisent pas un clavier, mais qui préfèrent un stylo. Il y a le Smart Pen qui va permettre ça. Et je vous dis, moi, il y a en tout cas des étudiants qui m'ont dit ça m'a sauvé ma scolarité. C'est comme ça que j'ai réussi finalement à terminer mes études parce que sans ça, j'aurais pas pu. Donc oui, il existe plein d'outils. Et puis ces outils sont aussi valables pour les adultes qui travaillent sur le marché du travail, là. Merci beaucoup, mesdames.
Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à la deuxième partie de notre rencontre d'aujourd'hui et pouvoir vous soumettre donc quelques questions qui ont été transmises par les personnes qui nous suivent donc aujourd'hui. Il y a une personne qui nous pose la question par rapport à la dysgraphie. Est-ce que ça rentre donc encore une fois dans les troubles d'apprentissage donc catégorisés et si on devait faire appel à un spécialiste, à qui devrait-on s'adresser? Alors oui, la dysgraphie, c'est vraiment un trouble du geste moteur. Dans la dysgraphie, on peut avoir la dysgraphie qui va être vraiment spécifique simplement au langage écrit, puis sinon une dysgraphie donc qui va vraiment toucher aussi bon le dessin, enfin tous les gestes moteurs. On peut avoir de la dyspraxie, donc oui, ce sont des troubles. Au Québec, on va avoir des ergothérapeutes qui vont faire l'évaluation, on va avoir des neurologues qui vont faire l'évaluation, on va avoir des neuropsychologues qui vont faire l'évaluation, puis je vous dirais des orthophonistes pour juste ce qui est lié plus au langage écrit, qui pourront aussi faire cette évaluation, mais là, c'est vraiment spécifique au langage écrit. Donc oui, c'est un trouble et ça peut être vraiment handicapant. Ça peut être handicapant surtout parce qu'on va avoir des conséquences, entre autres, quelqu'un qui a une dysgraphie peut avoir une dysorthographie associée à ça. Il va avoir aussi de la dyscalculie très souvent qui va être associée. Donc la prochaine question est pour Christiane. Christiane, à quel âge est-ce qu'on peut faire diagnostiquer notre enfant possiblement TDAH? Théoriquement, le grand... Souvent, le handicap va arriver en 3e année. On va réaliser que l'enfant a des troubles qui sont difficiles à rattraper. Et en secondaire 3, c'est 2 pics de consultation. On peut diagnostiquer le trouble à tout âge, mais il faut que ce soit en fonction du développement, où on calcule que la personne a 2 ans de retard en développement. D'ailleurs, une des critiques qu'on dit souvent, « Ah, cet enfant-là, il est immature. » Donc, il y a 2 ans de retard sur le développement d'un enfant normal qui n'a rien à voir avec son intelligence. Donc, c'est ça qui va faire que le diagnostic va se poser. Les critères sont dans le DSM-5 ou chez CADRA ou chez Attention Déficit. Donc, on va poser les critères, mais on va exclure évidemment la fonction d'anxiété. S'il y a un enfant qui ne sait pas où il va dormir ce soir, les parents viennent de se séparer, donc il faut que ça dure depuis au moins 6 mois et il faut que ça soit présent avant l'âge de 12 ans, d'où ce que tu disais tantôt, Brigitte, qu'un trouble dyslexique, dysorthographique, d'apprentissage, l'enfant va toujours avoir les mêmes difficultés dans les mêmes épreuves. Mon porteur de TDAH va juste avoir oublié de tourner la page et il va avoir un examen à 50%, puis il va avoir l'autre à 90%. Donc, cette variabilité des signes et symptômes au niveau des aptitudes scolaires, ça va être énormément variable. Et l'autre chose, c'est que l'exemple que je donne souvent quand un enfant a des troubles d'apprentissage, mettez-moi dans une classe de japonais, ben au bout de 10 minutes, je vais faire la folle parce que je suis pas capable de me concentrer là-dessus, je connais rien, je suis pas capable de le recevoir, je suis pas capable de participer, donc je vais faire le clown. Tu sais, il y a des chances. Si j'ai un trouble de déficit d'attention, je vais aller à côté, d'où la surreprésentation de TDAH chez les humoristes. Souvent, la planification n'est pas son ami, la routine n'est pas son ami. Donc, l'enfant va être, ou l'adulte qui a été élevé dans un contexte où les parents déménageaient chaque année, ou c'est sûr que ça peut s'accompagner de troubles pour l'enfant de ces parents-là. Au niveau de tant de l'attention, de l'apprentissage que affectivement. En fait, quand on va traiter, que ce soit psychoéducation, que ce soit médication, il faut qu'il y ait des perturbations tant au niveau professionnel ou académique, que ce soit affectif et que ce soit social. Les impacts sont dans ces 3 champs-là. Une question pour Brigitte, vous aviez quelque chose à ajouter? Ouais. Non, mais je voulais dire aussi par rapport, oui. C'est que souvent, par contre, pour le diagnostic du TDAH, si le parent est lui-même porteur, on va dire, lui va peut-être moins remarquer que son enfant grimpe dans les rideaux parce que lui-même, il grimpe dans les rideaux. C'est ça, c'est ça.
Il est tout à fait comme moi. Exactement. Donc, ça va être plus difficile, ça, quand même. Ouais. Justement, la question que je voulais vous adresser maintenant, Brigitte, ça rejoint un petit peu cette idée-là. On a l'impression qu'on vit actuellement un phénomène, en fait, d'explosion du nombre de cas d'enfants ou d'adultes TDAH ou de troubles d'apprentissage. On a l'impression que c'est vraiment dans l'air du temps. Toute l'actualité en parle à tous les jours, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Donc, comment faisaient, en fait, les personnes, quand on parle dans les années 50 ou les années 60, qui avaient des troubles d'apprentissage, qui réussissaient très bien à passer au travers de leurs activités quotidiennes. Donc, comment on explique, en fait, que maintenant, ça prenne de plus en plus d'importance dans notre vie de tous les jours? Je dirais que je pense pas qu'il y en ait plus. Peut-être que oui, peut-être il y a des certains. Il peut y avoir des certains facteurs, peut-être environnementaux, qui va faire que peut-être qu'on pourrait en avoir plus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y en a pas plus d'une certaine façon. À l'époque, ce qui est triste, et même quand j'ai commencé en orthophonie, souvent quand je devais annoncer le diagnostic aux parents en disant que votre enfant présente une dyslexie, une orthographie, puis là le parent se disait ouais. C'est peut-être pour ça que moi, on me disait que j'étais paresseux ou bien que j'avais un problème de vision puis tout ça, puis j'ai lâché l'école. À l'époque, en fait, on l'identifiait, on pouvait pas identifier ce trouble-là. Et très souvent, on traitait l'enfant de paresseux ou bien carrément de déficient, puis ces personnes-là arrêtaient l'école. Donc, il y en a autant. Sauf que maintenant, évidemment, la science a fait qu'on est plus en mesure, en tout cas, de pouvoir détecter ça, en tout cas, oui, et d'évaluer, puis d'évaluer les conséquences. Donc, c'est pour ça qu'on en parle plus et on est plus au fait, en tout cas, de ce que représentent ces troubles-là. Les gens sont mieux éduqués, entre guillemets. Ouais. Ça, c'est de un. Et de deux, autrefois, les gens, pour planter des patates, quand même que tu avais un trouble de déficit d'attention, ça paraissait moins que plus. Par contre, quand tu étais draveur, ça paraissait parce que quand l'autre disait timber, tu l'entendais pas parce que tu étais dans ta tête, tu l'avais en pleine tronche et tu décédais. Donc, il y avait beaucoup plus de mortalité, beaucoup plus d'accidents avec des gros handicaps ou qui finissaient avec une mortalité. D'autre part, il faut savoir qu'aujourd'hui, on passe plus de 70% en lecture, en écriture et en attention visuelle. Alors qu'autrefois, on était dans l'effectuation de gestes, qui étaient souvent des gros gestes ou des petits gestes, qui étaient souvent basés sur une routine au Québec. Dans le temps des fraises, on faisait de la confiture de fraises. Puis on faisait ce qu'on appelait des bis. Les gens étaient ensemble, faisaient des plats ensemble. Donc, tu n'avais pas à gérer quand tu vas partir ton poêle, puis comment tu vas le partir. Il y en avait une qui était au poêle, l'autre qui était au chaudron, l'autre qui était ici, là. De telle sorte que la répartition des tâches et la répartition de la vie quotidienne, c'était réglé souvent comme un papier à musique. Donc, tu n'avais pas à penser. D'autre part, aujourd'hui, avec les écrans, on sait que les enfants ont plus d'expression de troubles de langage. Ça a été prouvé. Parce que tu n'augmentes pas le langage parce qu'un enfant regarde les petits bonhommes à partir de 3 ans pendant 3 heures par jour parce que c'est la gardienne maintenant. Et l'enfant qui ne va pas apprendre plus. D'autre part, mon porteur de déficit d'attention va pas gérer son affect, ses émotions avec un écran. Il va gérer ça avec son frère. Mais il n'y a pas de frère. Donc, ça aussi, puis actuellement en pandémie, il n'y a même pas de cousin avec qui il peut se coltailler, négocier, décider. Donc, tous ces aspects où on a privé les enfants et même les adolescents de leurs apprentissages normaux, là, le TDAH devient plus évident et plus fonctionnellement atteint. Le patient est plus fonctionnellement atteint, mais il n'y en a pas plus qu'avant. Et c'est en 1903 qu'on a décrit le TDAH comme il est aujourd'hui ou à peu près, avec des petites différences d'année en année avec les DSM. Puis c'est en 1937 qu'on a commencé à traiter à la dexédrine ce problème-là, puis le Ritalin, 1950. Donc quand les gens disent « on ne sait pas ce que ça va donner dans 20 ans », il faut juste savoir aussi, Jérémy, qu'un porteur de TDAH qui a besoin de traitement, qui ne le reçoit pas, va avoir 2 ans de moins de scolarité que ne le permettrait son quotient intellectuel. Donc, il faut se rappeler ça. Les gens travaillent fort, dépensent énormément d'énergie qui n'est pas toujours rentabilisée, mais on peut l'aider avec des moyens, comme je te dis, psychoéducatifs ou autres moyens, à parvenir à finir les études comme ils l'ont désiré.
On parle beaucoup justement des troubles d'apprentissage, mais un mot qui revient assez régulièrement, puis des fois qu'on associe un peu au déficit d'attention, c'est la douance. Est-ce que éventuellement des personnes qui auraient des facultés particulières ou qui comprendraient peut-être un petit peu plus vite que d'autres pourraient être généralement associées à des personnes aussi TDA ou TDAH, étant donné qu'elles connaissent déjà les choses ou les assimilent beaucoup plus vite? Est-ce qu'il peut y avoir un lien de causalité entre la douance et le TDAH? Théoriquement, non. D'ailleurs, la douance n'est pas, on n'a pas de test fiable pour dire t'es surdoué ou t'es pas surdoué. Dans le sens où oui, on va avoir ton quotient intellectuel, mais c'est pas la seule mesure qu'on devrait utiliser. On devrait utiliser l'aspect affectif parce que souvent, l'affect va être de l'âge chronologique de la personne. Le social va être bas ou même normal pour l'âge. Et la douance peut être, puis Brigitte, tu me corrigeras, peut être plus volontiers dans une matière que dans une autre, de telle sorte que l'enfant va avoir un rendement scolaire qui sera ordinaire, un apprentissage parce que tu apprends aussi avec tes émotions. Hein. Ton professeur que tu aimes beaucoup, tu vas apprendre mieux que celle de la matière que tu as eu, tu sais. Ça fait que, bon, alors ça aussi, ça peut jouer, de telle sorte que douance et TDAH, ça peut jouer, mais oui, un peut masquer l'autre, un peut avoir des comorbidités qui soient différentes, mais tout le monde peut avoir un TDAH à partir du déficient intellectuel, l'autiste, le doué, peu importe, toute personne de la population générale pourrait être porteur de TDAH. Et puis moi, si je veux faire un peu le lien avec la douance puis les troubles d'apprentissage, je vous dirais que c'est pas parce qu'un enfant est doué, donc un quotient supérieur à la moyenne, qui ne présentera pas de troubles d'apprentissage. Alors, je vous dirais que même la proportion d'enfants qui présentent une dyslexie, une orthographie en général, donc il y a une plus forte proportion de ces enfants-là qui ont une douance. Donc, zéro lien avec l'intelligence et ça n'empêche pas qu'ils puissent quand même avoir un problème d'apprentissage. Puis en général, ils ont une bonne mémoire parce ils se sont rappelés sans écrire les données au primaire. Donc, ça peut même être des étudiants, tant pour le TDAH que pour le trouble d'apprentissage, des enfants très performants. À quel prix? Ça, c'est l'autre affaire. Ouais. Une autre personne qui nous a posé une question concernant, en fait, les troubles obsessifs compulsifs. Est-ce que ça peut avoir éventuellement un lien avec peut-être le TDAH? Bien, d'abord, il faut faire le diagnostic parce que c'est un trouble anxieux, le trouble de obsessif-compulsif. Le TDAH, le porteur de TDAH va vérifier 4 fois si sa porte est bien verrouillée. Est-ce que c'est un TOC? La réponse, c'est non. C'est juste que quand il est venu pour verrouiller sa porte, le petit, il a demandé « Maman, j'ai échappé ma mitaine, elle est où ma mitaine? » Donc, l'attention, oups, c'est parti. Ça s'est pas imprimé que j'ai verrouillé ma porte. Donc, je vais reverrouiller ma porte. « Maman, ma tuque n'est pas là. » Est-ce que j'ai mis sa boîte à lunch dans son sac? Donc, j'ai 4 interruptions, distractions, de telle sorte que ça ne s'est pas imprimé que j'ai verrouillé la porte. Mais quand je vais avoir verrouillé la porte, on passe à autre chose. Le trouble obsessif-compulsif, c'est quelqu'un qui va être soulagé de son anxiété en faisant des rituels ou des gestes répétitifs. Donc, oui, le trouble anxieux comme comorbidité au niveau du TDAH est fréquemment rencontré et même très fréquemment rencontré. Plus de le tiers des porteurs de TDAH vont avoir un trouble anxieux. Mais un est-il la cause de l'autre? Peut-être pas. Est-ce que j'ai une anxiété de performance dans le même registre? Oui, ça se peut, parce que si j'oublie aux questions, je vais baisser ma note. Donc, je vais toujours avoir peur de ne pas tourner ma note. Puis, éventuellement, je peux avoir de l'anxiété qui devienne un petit peu plus généralisée à d'autres performances. Mais à ce moment-là, je vais avoir secondairement cette anxiété-là. Et effectivement, il y a des enfants qui vont naître anxieux, avec aussi des parents qui vont avoir peur de, ma mère elle disait, il a peur d'avoir peur, le parent qui laissera pas l'enfant bouger, l'enfant qui est porteur de TDAH, son parent va lui tenir la main jusqu'à 8 ans. Pourquoi? Parce que le parent sait très bien qu'il va traverser la rue sans regarder à 8 ans. Alors qu'à 6 ans, l'enfant devrait savoir qu'il ne traversera pas la rue sans regarder. Alors, tous ces petits gestes-là, les parents vont toujours être
taxés, les bons parents vont être taxés de surprotéger les enfants. Par contre, ils savent que s'ils les surprotègent pas, il va arriver des accidents. Et d'autre part, l'enfant va être anxieux parce qu'il va se dire, mais je vais toujours avoir un accident. Ma mère me l'a dit, traverse pas la rue, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Donc, c'est la poule et l'œuf. Mais oui, on a souvent des troubles anxieux avec le porteur de TDAH. Et pour conclure, j'aurais peut-être une dernière question pour vous, Brigitte. Les troubles d'apprentissage, est-ce que c'est quelque chose qui peut surgir à n'importe quel moment dans notre vie ou est-ce que c'est quelque chose qui était toujours là depuis le début? Alors, si on parle de troubles d'apprentissage développemental, donc là, c'est vraiment quelque chose qui survient au moment où on fait l'apprentissage, mais on peut aussi très bien avoir des troubles acquis, exactement comme pour le TDAH, là, où finalement la personne avec justement un trauma crânien ou d'autres, un AVC, donc ne pourra plus, par exemple, lire et orthographier. Donc, on peut vraiment avoir les deux types de troubles. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que si la personne ou le jeune enfant, en fait, était très intelligent, par exemple, ou bien avoir un énorme support des parents, et que finalement, avec la scolarité puis la charge qui devient de plus en plus lourde, là, va faire en sorte que là, finalement, il sera plus capable de compenser. Puis là, c'est là où il va consulter, puis on va voir que, finalement, donc, il présentait un trouble d'apprentissage. Mais donc, ça peut arriver plus tard parce que, pour plusieurs raisons, là, comme je vous disais, soit parce qu'il compense parce qu'il est très, très intelligent, soit, en tout cas, bref, si c'est pas non plus trop sévère, ça paraît pas quand il est en primaire, mais rendu au secondaire, ça commence à vraiment poser problème, là. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que on a fait quand même un beau tour d'horizon par rapport donc à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, merci infiniment. Merci à vous tous de nous avoir suivis aussi depuis chez vous. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.